Quel secret cache l'épisode 2 de House of Dragon saison 3 ? Aujourd'hui, comme toutes les semaines, on se retrouve pour mon analyse détaillée de cet épisode, mais aussi un décryptage de ses nombreuses références, et on terminera la vidéo avec un passage dédié aux différences entre cet épisode 2 et Feu et Sang, le livre que la série adapte. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. L'épisode 2 de House of Dragon saison 3 s'ouvre sur les terribles conséquences de la bataille du Gosier, des corps flottants dans la mer dont on ne sait pas s'ils se sont noyés ou s'ils ont été tués durant la bataille. On note la présence de Vermithor et d'Ailes d'Argent, Silverwing, qui viennent en renfort pour terminer le travail, tandis que Baela a récupéré la dépouille de Jaehaerys Velaryon, l'héritier de Rhaenyra, mais aussi le jeune homme qui lui était promis. En une période plus clémente, Baela et Jaehaerys auraient sans doute déjà été mariés, et au final, elle se retrouve à ramener son corps à Père Dragon, Dragonstone. On découvre alors une espèce de procession particulièrement émouvante, avec les gardes dragons qui portent le corps de Jaehaerys sur leurs épaules pour le mener vers sa dernière demeure. Face à Laurent Marfeu, Marbrand, Baela énonce tout haut ce que l'on pouvait penser tout bas. La bataille est remportée, oui, mais à quel prix ? Ici, on se retrouve devant le prototype même de la victoire à la Pyrrhus, une victoire certes, mais dont les pertes ont été tellement immenses qu'elle a coûté très cher, peut-être même trop cher. En effet, le Gosier n'a pas été libéré par la Triarchie, mais une grosse partie de la flotte Velaryon a été détruite, et en plus de ça, un dragon a été tué, tout comme son cavalier, Jaehaerys, l'héritier de la reine Rhaenyra. Une victoire amère donc, et on s'en rend bien compte lorsque Rhaenyra découvre ce qui s'est passé. Vous noterez d'ailleurs ce moment absolument déchirant où Rhaenyra s'adresse à Jace et lui demande de s'expliquer. Ici, on a très certainement affaire à ce qu'on appelle le déni, stade du deuil où l'on refuse tout bonnement de voir la réalité en face. Rhaenyra ne veut pas comprendre que son fils aîné est mort, elle ne le peut pas. Puis le déni se transforme en colère, une colère qu'elle tourne d'abord vers Jaehaerys lui-même, puis vers Laurent Marfeu, mais aussi son conseil restreint qui ont tous laissé faire. Et on en voit désormais les conséquences. Ici, Jaehaerys n'est plus le seul coupable de trahison, ce sont tous ceux qui l'entourent en réalité, à l'exception peut-être de Mysaria qui était piégée dans ses appartements elle aussi. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle mort qui vient frapper Rhaenyra de plein fouet et qui va durablement modifier sa trajectoire, on l'imagine. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo réaction, mais laissez-moi le redire ici, la prestation d'Emma Darcy dans cet épisode est absolument fabuleuse, digne de tirer des larmes bien méritées, ici dès le tout début de l'épisode. Alors il y en a un qui cependant n'a pas encore eu vent des sinistres nouvelles du Gosier, c'est Daemon Targaryen, qui est tranquillement occupé à fêter une victoire dans le Conflent. Entouré des seigneurs qui le suivent dans sa campagne, il chante une chanson qui raille leurs victimes Lannister, qu'ils ont tout bonnement massacrées durant la bataille de la Curée des Poissons, dont je parle tout à l'heure dans le décryptage des références. En témoignent ces deux têtes judicieusement placées au bout de pique. C'est très feng shui, n'est-ce pas ? Mais le bonheur est de courte durée, car une bataille remportée n'est pas la guerre, comme le montre bien ce qui s'est passé au Gosier. Daemon est rappelé à Père Dragon, auprès de Rhaenyra, qui veut saisir Port-Réal. Ici, on voit d'ailleurs Daemon utiliser son autorité de commandant et transmettre ses ordres à ses seigneurs. En quelques secondes seulement, il passe d'un homme en fait à un seigneur de guerre. Il distribue rapidement ses ordres et on notera la pleine confiance qu'il a en ses hommes pour les exécuter, chose dont on ne l'avait pas vu capable durant la saison 2, où il doutait d'absolument tout le monde. C'est donc en homme d'action qu'il se dirige vers Père Dragon. Mais avant de partir, Alice Rivers a une demande à lui faire, et pas n'importe laquelle. En effet, pour se faire remercier de ses actions en saison 2, rappelez-vous que c'est sans doute grâce à elle que Daemon sécurise le soutien d'Oscar Tully et donc de son armée du Conflent, elle demande rien de moins que le château d'Harrenhal. On ne sait pas ce qu'elle compte en faire, mais on notera donc que les ambitions de la sorcière assumée sont bien plus grandes qu'elles n'y paraissent. Mais vous noterez que Daemon n'a pas l'air très réceptif à sa demande. Alice n'est qu'une femme, et en plus elle n'est même pas noble, ou bien mariée à un noble, donc il y a peu de chances qu'on accède à sa demande. Notez aussi que cette scène commence avec un plan où Caraxès boit de l'eau de la rivière. Ils étaient pas obligés de caler ce plan en image de synthèse d'un dragon juste ici. En soi, ça n'apporte rien de spécial à la scène, mais j'avoue que j'adore voir les dragons exister à l'écran en dehors des batailles. C'est un petit détail qui m'a fait plaisir personnellement. C'est là qu'un autre Targaryen va entrer en scène dans le Conflent, et particulièrement à Harrenhal. En effet, après avoir été manipulé par sa mère dans l'épisode 1, Aemond quitte Port-Réal et s'attaque directement à la forteresse des Forts, avec une idée en tête, tuer son oncle Daemon.
L'arrivée d'Aemond à Harrenhal est évidemment l'occasion de faire une nouvelle fois parler le parallèle entre Aemond et son oncle Daemon. En effet, on revit en miroir la prise du château par un autre dragonnier. Là où Daemon atterrissait simplement avec Araxes, Aemond décide de brûler la garnison. Daemon tuait 1 ou 2 gardes, pas plus, tandis que Aemond passe toute la garnison soit au feu dragon, soit au fil de son épée. Enfin, les deux hommes entrent dans la salle à manger d'un Simon fort attablé, mais là où Daemon se laissait convaincre par le mielleux Castellan, Aemond bouillonne et lui ordonne de s'équiper d'une épée pour le provoquer en duel. Et lorsque Simon refuse, Aemond le poignarde malgré tout et tue ses 2 fils. Le miroir entre Aemond et Daemon est évidemment saisissant, et la série en joue à nouveau avec brio, tout en insistant sur les différences entre les 2 personnages. Là où Daemon peut parfois faire preuve de tempérance, sans presser son avantage martial, Aemond, lui, laisse parler sa rage et sa soif de sang, ce qui peut parfois l'aveugler. En effet, Aemond a certes pris le château de Harrenhal sans mal, mais il s'est laissé distraire et a été poignardé dans le dos. Grièvement blessé par négligence, Aemond tombe à terre au moment même où Alice Rivers entre en scène. Pour une première rencontre, disons que c'est assez théâtral, vous trouvez pas ? On notera tout particulièrement qu'Aemond rampe jusqu'au pied d'Alice et la supplie de l'aider. On rappelle évidemment qu'Alice a un rôle de guérisseuse à Harrenhal, il est donc tombé sur le bon profil, mais Alice est aussi une sorcière, qui a ses propres objectifs, et là où elle faisait face à un Daemon en difficulté morale dans la saison 2, elle a devant elle un jeune homme turbulent, mais blessé physiquement. Il me tarde donc de voir comment leur relation qui s'annonce va se développer dans cette saison, surtout alors qu'elle démarre avec un tel déséquilibre apparent, lui qui est blessé et au pied d'Alice. En tout cas, on peut sans doute supposer qu'Alice n'a pas l'intention de le tuer et qu'elle compte poursuivre ses propres desseins dans la suite de cette saison, surtout après la déception infligée par Daemon qui lui refuse le château d'Harrenhal. Cet épisode 2 nous donne une toute première scène en tête-à-tête entre Baela Targaryen et Alyne de Karen, 2 personnages unis dans la recherche de leur père pour l'un et grand-père pour l'autre, à savoir Corlys Velaryon. J'apprécie qu'on donne enfin du grain à moudre à Baela, mais aussi à Alyne dans cette saison. Corlys Velaryon, de son côté, semble avoir survécu alors qu'il était tombé à la mer en armure. Bon, je vais pas vous mentir, je suis pas certain que ça soit vraiment crédible, mais bon, si ça se trouve, les armures Velaryon sont faites en mousse flottante, on sait pas. Toujours est-il que Corlys a pris une grande décision, il souhaite donner son nom à Alyne et donc le légitimer. Je suis d'ailleurs assez surpris qu'il ne dise rien concernant Adam, alors qu'il est juste à côté, mais sans doute qu'un nom noble est un peu moins important pour un bâtard qui a désormais accès à un dragon. En tout cas, Corlys semble avoir terminé sa réflexion, il va officialiser son lien de parenté avec ses fils bâtards. Alors certes, ça ne veut plus dire grand-chose, car Corlys a probablement quasi tout perdu dans le sac de Marée Haute, donc Alyne et Adam ne feront pas leur entrée dans une richissime famille, mais ça n'a pas d'importance pour Alyne qui ne voulait qu'une chose, être officiellement le fils de son père. J'ai parlé du sac de Marée Haute, ce n'est pas le seul lieu à subir les attaques de la triarchie, puisque les côtes des terres de la couronne sont aussi ciblées. Là où c'est un problème pour Corlys, c'est une aubaine pour Aegon et pour Larys, car leur caravane est attaquée, ce qui leur permet de se libérer de leurs ravisseurs. Aegon en tue d'ailleurs un avec la pointe d'une flèche, ce qui semble d'ailleurs lui causer de vives douleurs, mais aussi lui faire sans doute beaucoup de bien dans le sens où il semble libérer une rage qu'il emmagasinait depuis longtemps avec sa fuite de Port-Réal. Et ça semble même lui donner un regain de confiance à tel point qu'il annonce son plan à Larys fort. Ils n'iront pas à Sombreval comme Larys l'avait prévu, mais à Repos des Freux, car une garnison qui lui est loyale s'y trouve. Mais c'est aussi la dernière position connue de son dragon Feu du Soleil. Aegon a un plan, et il me tarde de voir ce qu'il en est dans la suite de la saison. Après la bataille du Gosier la semaine dernière, Rhaena se transforme en fugitive à sa propre faction. En effet, consciente qu'elle a fait une grave erreur en menant voleur de moutons au combat, Rhaena va demander asile à la dame du Val, Jaina Arryn. Mais elle est sacrément mal reçue. En effet, Jaina Arryn lui reproche d'avoir manqué à son devoir d'escorter Aegon le Jeune et Viserys jusqu'à Pentos. La Dame du Val lui annonce également la mort du prince Jaehaerys, un désastre qui motive Jaina Arryn à lui refuser l'asile, mais Rhaena a désormais une carte à jouer. Elle peut lui promettre la protection d'un dragon en âge de se battre, chose que lui promettait Rhaenyra, mais dont Jaina Arryn avait été déçue en saison 2. Et là évidemment, on sent la dynamique changer, et la suzeraine du Val décide d'accepter que Rhaena
reste dans le Val, à condition qu'elle ne soit pas vue aux Airiers. En gros, Jennarine veut bien être protégée, mais pas être vue en train d'accueillir une fugitive. Je sais pas exactement de quoi sera faite l'intrigue de Rhaena dans cette saison, mais il me semble qu'avec Daemon, son propre père, qui doit la traquer sur ordre de Rhaenyra, on s'engage vers quelque chose de potentiellement explosif. Mais avant ça, Daemon est de retour à Pendragon, où l'attendent Hugh et Ulf, récemment revenus de Harrenhal. Et autant vous dire que ça ne ravit pas le prince rebelle, puisqu'ils n'ont pas du tout suivi les ordres qu'on leur avait donnés. Et ça, Daemon ne le supporte pas. Il les rappelle méchamment à l'ordre, leur expliquant qu'à aucun moment, on a besoin qu'ils se mettent à penser de façon autonome. Il va même jusqu'à gifler Ulf, bref, c'est ce qu'on appelle une première rencontre glaciale entre ces trois personnages. Un peu plus tard, avant de s'envoler pour Port-Réal, Daemon va leur rappeler ce qu'il attend d'eux, à savoir suivre les ordres à la lettre et surtout ne jamais faire preuve d'un quelconque libre arbitre. Dans ces deux scènes, d'ores et déjà, on semble creuser un fossé entre les dragonniers de sang noble et les dragonniers roturiers. Une dynamique qui, j'imagine, va se poursuivre dans la suite de la saison 3. Avant de continuer dans notre analyse détaillée de cet épisode 2, je vous rappelle que si vous aimez House of Dragon, Game of Thrones et tout son univers, vous êtes exactement au bon endroit. Tout au long de la saison 3 de House of Dragon, je vous proposerai des réactions, des analyses d'épisodes et des théories chaque semaine, mais aussi un live de débrief tous les mardis soirs à 21h, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je sais aussi que vous êtes plus de 50% à regarder cette vidéo et ne pas encore être abonné à la chaîne, ça me ferait très plaisir que vous rejoigniez l'aventure pour être prévenu de mes futures vidéos. D'un autre côté, on a une dynamique qui renaît en saison 3, c'est celle qui existait entre Daemon et Mysaria. En effet, à son retour à Dragonstone, Daemon a la surprise de trouver Mysaria cimentée dans son rôle de conseillère personnelle de Rhaenyra. Et on peut le dire, Daemon et Mysaria ont une relation historiquement compliquée. Dans leurs diverses interactions de cet épisode 2, on peut déjà voir poindre une rivalité pour qui sera le mieux écouté par Rhaenyra, et je suis curieux de voir où tout ceci va les mener. D'ailleurs, il semble que le rapprochement entre Rhaenyra et Mysaria en saison dernière ne soit plus évoqué en saison 3, mais j'imagine que ça pourrait aussi avoir un rôle dans le dynamitage de ce trio de personnages. Daemon en tout cas retrouve Rhaenyra alitée, affligée par le deuil de son fils. Elle lui explique plusieurs fois être épuisée lorsqu'il la pousse à l'action, à cueillir le fruit mûr qu'est Port-Réal désormais, mais Rhaenyra se questionne sur le bien fondé de prendre le trône, alors que sa quête pour l'obtenir a mené à la mort de ses deux fils aînés. Mais lorsque Daemon évoque la vision prophétique qu'il a eue et surtout le fait que Vhagar et Aemond ont quitté la ville, c'est là que Rhaenyra sort de sa torpeur. Alicent semble avoir dit vrai, c'est le moment de s'emparer du pouvoir. L'héritière de Viserys se prépare alors à avancer dans son plan de prise de la capitale, et lorsque ses conseillers tentent une énième fois de la dissuader de son plan, quelque chose semble avoir changé chez Rhaenyra, elle les écoute à peine. Elle va même jusqu'à dire à Daemon qu'elle en a fini de parler. Ici, la bascule semble s'être opérée pleinement chez Rhaenyra. Elle n'acceptera plus de réponses négatives de la part de ses conseillers. Ils ne veulent pas qu'elle vole au combat ? Tant pis, elle ne leur demande pas leur avis. Il faut dire qu'à Port-Réal, Alicent a sacrément travaillé pour tenir sa parole envers Rhaenyra. Avec le départ d'Aemond, elle a désormais les mains libres pour organiser la reddition du Donjon Rouge. Et on comprend que son objectif personnel est de sauver Elaena du conflit. Elle en parle à sa fille, qui lui explique rêver peut-être un jour d'élever des poulets, plutôt que de mener les affaires royales. Alors quand Alicent va décommissionner les sentinelles sur les remparts du Donjon Rouge, Elaena joue le jeu. Il leur ordonne de ne faire de mal à aucun dragon qui s'approchera de la ville. De son côté, Alicent est allé sonder le commandant des Manteaux d'Or, Luthor l'Argent, pour lui parler d'une passation de pouvoir pas tout à fait officielle entre Aegon et Rhaenyra. Et la tactique d'Alicent semble fonctionner sans accroc, si ce n'est Jasper Wilde, qui se rend compte des manigances et tente de se venger d'Alicent dans une scène que j'ai trouvée pas nécessaire et qui entre à nouveau dans la tendance de la série à s'acharner sur le personnage d'Alicent. C'est une séquence à oublier, je trouve, dont il ressort simplement que Jasper est mis au cachot lorsque Rhaenyra prend la ville. Parlons justement de la prise de Port-Réal, organisée dans cet épisode 2, j'ai été frappé par le nombre de plans du petit peuple qui réagit à la capture de la ville par les dragonniers de Rhaenyra. Et ils sont évidemment tous terrorisés, on notera également Kat, la femme de Hugh Marteau, qui regarde Vermithor survoler la ville, mais ce n'est pas tout, puisqu'on voit aussi Sylvie et les amis d'Ulf qui sont témoins du vol de Silverwing au-dessus d'eux.
une manière rapide d'ancrer les semences de dragon, les Dragon Seeds, dans leur relation passée avec le petit peuple. En tout cas, le petit peuple n'a en réalité rien à craindre pour l'instant, car aucun habitant de Port-Réal n'est blessé dans la prise de la ville. Je voulais aussi mentionner le titre de l'épisode, Queen's Landing, qui est un jeu de mots évident avec King's Landing, le nom anglais de Port-Réal, qui fait référence à l'endroit où Aegon le Conquérant, ses 2 sœurs et leurs 3 dragons ont atterri à Westeros pour lancer leur conquête du continent. Ici, Rhaenyra atterrit à Port-Réal avec un total de 4 dragons et saisit le trône fondu par son ancêtre Aegon Ier le Conquérant comme un symbole, car à ce stade de l'histoire de Westeros, Rhaenyra est la toute première reine à s'asseoir sur le trône de fer. Dans le Donjon Rouge, on épargne tous ceux qui font acte de soumission à Daemon et à Rhaenyra. Par contre, Daemon se montre impitoyable face aux soldats qui tentent de défendre le palais. Bon, on peut évidemment pointer du doigt le fait qu'il est assez peu crédible que Daemon et Rhaenyra prennent à eux seuls le Donjon Rouge, dans son intégralité, et qu'il reste si peu de soldats loyalistes à l'intérieur de ces murs après les manigances d'Alicent. Mais ça donne tout de même lieu à quelques plans très cool de Daemon et Rhaenyra, en couple enfin retrouvés, qui reprennent possession des lieux, l'un à côté de l'autre, voire même main dans la main. La série joue une dernière scène de tension, lorsque Rhaenyra et Daemon se retrouvent face à Rickard Thorne et la garde restée loyale, mais c'était sans compter l'apparition des manteaux d'or. Ici, évidemment, la tension naît de ces 2 personnages pris en sandwich entre des adversaires d'une part, et d'autres ennemis potentiels qui ne sont pas encore déclarés, et surtout sur le soulagement lorsque Luthor l'Argent annonce que ses soldats sont restés fidèles à leur ancien commandant. La salle du trône est désormais à Rhaenyra, mais elle se refuse à monter sur le trône tant qu'Aegon n'est pas saisi. Problème, il n'est pas là. Daemon suggère donc que l'on exécute un symbole de son règne à la place. On lui propose alors Jasper Wild, qui le mérite bien d'ailleurs, avouons-le, mais un geôlier lui propose encore mieux. Un cadeau de Larys Fort, un certain Otto Hightower, qui croupissait en réalité dans les cachots de Port-Réal depuis la fin de la saison 2 sur ordre de Larys. Daemon a donc trouvé le remplaçant d'Aegon à faire exécuter, mais il ne compte pas le décapiter lui-même, non, c'est à Rhaenyra de le faire, sans doute pour montrer qu'elle a une poigne forte, même si elle n'est qu'une femme. Une manière de faire mentir Rickard Thorne et sa sortie misogyne lorsque Rhaenyra dégainait son épée dans la salle du trône, et d'ailleurs selon Daemon, c'est au moment précis où elle exécutera Otto qu'elle deviendra reine aux yeux de tous. Et face à l'inquiétude de Rhaenyra qui se demande si elle est capable de le faire, Daemon la pousse toujours un peu plus dans ses retranchements. Rhaenyra prend l'épée de son mari et rate son coup une première fois, ce qui insiste à nouveau sur l'absence d'entraînement aux armes de Rhaenyra. Le deuxième coup sera cependant le bon, Otto a la tête tranchée, plus rien ne s'oppose à Rhaenyra dans la salle du trône, et lorsqu'elle va pour enfin monter ses marches, elle laisse des empreintes ensanglantées du sang d'Otto par terre. Ça va même plus loin que ça avec ce plan splendide d'une Rhaenyra qui monte les marches du trône de fer dans le reflet de la flaque de sang d'Otto. Une manière évidemment d'insister sur le fait que le règne de Rhaenyra commence par un meurtre et qu'il lui en a coûté beaucoup pour atteindre le trône. Et il va sans doute lui en coûter encore plus, car l'épisode 2 se termine sur l'arrivée d'Alicent et d'Elaena, capturés par les manteaux d'or dans leur fuite, qui découvrent le cadavre décapité d'Otto Hightower face à elle tandis que Rhaenyra est assise sur le trône. Un truc sur lequel semble insister cet épisode 2, c'est que la prise de Port-Réal et surtout du trône par Rhaenyra est tout sauf un triomphe. On a affaire ici à une reine qui prend possession des lieux dans un véritable tourbillon de crises personnelles. Entre le deuil à peine débuté de son fils aîné et le fait qu'on la force à exécuter Otto Hightower de ses propres mains, alors que ce serait plus le travail d'un bourreau, Rhaenyra est dans un état absolument déplorable dans cet épisode 2, et le thème musical tout à fait sombre que nous propose ici Ramin Djawadi insiste bien sur cet état psychologique pour la reine. Ici, pas de marche triomphale, pas de thème victorieux après 2 saisons à briguer le trône. La série House of Dragon travaille avec une grande application un de ses thèmes principaux, il ne peut pas y avoir de vainqueur dans une guerre comme la Danse des Dragons. Très personnellement, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ce 2e épisode de House of Dragon saison 3. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, la performance d'Emma Darcy tout au long de l'épisode me paraît digne des plus grands éloges. Ensuite, le rythme de l'épisode me paraît parfaitement équilibré. De leur côté, les modifications à l'histoire de base de Feu et Sang sont encore nombreuses, comme on le verra tout à l'heure, mais elles restent cohérentes avec la narration mise en place par House of Dragon. Et enfin,
Les différentes pierres posées sur l'autel des futurs problèmes de cette saison 3 me paraissent toutes intéressantes et il me tarde de découvrir l'épisode 3 et la suite de la saison. Globalement, je suis plutôt très agréablement surpris par ce début de saison 3, étant donné ce qu'on avait vu durant la saison 2, et j'espère que la saison 3 saura me garder satisfait tout du long. Qui dit nouvel épisode dit également nombreuses nouvelles références, et cette semaine j'en ai encore noté plein, alors c'est parti pour le décryptage des références de House of Dragon saison 3 épisode 2. Dans cet épisode 2, on retrouve Laurent Marfeu, ou Laurent Marbrand en anglais, dans une situation très délicate, alors que Rhaenyra le pointe personnellement du doigt pour l'avoir trahi et laissé Jaehaerys voler vers sa mort. Mais qui est-il ? Alors sachez que Laurent Marfeu, c'est un chevalier de l'ancienne garde royale de Viserys Ier Targaryen qui a choisi de prendre le parti de Rhaenyra durant la Danse des Dragons. Il est issu de la maison Marfeu, basée à Sandremar, ou Ashmark en anglais, dans les terres de l'Ouest. Elle est donc vassale de la maison Lannister. Laurent Marfeu fait partie des 3 gardes qui protègent Rhaenyra durant la Danse des Dragons, mais les 2 autres sont morts à ce stade dans House of Dragon. On a Eric Cargail qui a été tué dans le duel avec son frère Arik, et Stephen Sombrelin, Stephen Darklyn, qui a été incinéré par Fumée des Mers, Sea Smoke, avant la Maison Rouge. Corlys Velaryon constate dans l'épisode qu'il n'a plus rien à offrir à ses fils bâtards, Aline et Adan de Karen, hormis son nom. Il fait ici référence au fait que l'île de Lamarck a payé un lourd tribut durant la bataille du Gosier. En effet, dans le livre, on apprend que des navires de la flotte de la Triarchie sont allés à Port d'Épice, le port commercial de Lamarck, pour incendier les navires qui s'y trouvaient. La ville a elle-même été mise à sac, sa population massacrée. Port d'Épice n'a jamais été rebâti depuis. Marée Haute, le siège de la maison Velaryon, a subi le même sort. Incendiés, tous les trésors de Corlys Velaryon ont été détruits par les flammes et ses serviteurs ont été tués s'ils n'ont pas péri dans le feu. Le livre Feu et Sang précise par ailleurs que durant la bataille, un tiers de la flotte Velaryon a été mis hors d'usage. Du côté du Val, Rhaena retrouve Jaina Arryn devant la porte de la Lune qui mène vers les Airiers, le château des suzerains de la région. Jaina Arryn, aussi surnommée la Jouvencelle du Val, est l'actuelle dame de la maison Arryn. Elle accède à cette position suite à la mort de son père et de ses frères, tués par un clan des montagnes de la Lune, les Freux. D'ailleurs, sa succession est contestée car elle est une femme, un thème qu'on reconnaît bien à Westeros, bien entendu. Au moment où elle devient dame des Airiers, Jaina Arryn n'a que 3 ans, c'est donc un régent qui occupe sa place le temps qu'elle grandisse. Ce régent, c'est Yorber Royce, de la maison Royce de Roche-aux-Runes, cette même maison d'où vient Rhea Royce, la première femme de Daemon Targaryen. D'ailleurs, on apprend dans le livre Feu et Sang que Jaina Arryn n'aime pas vraiment Daemon et refuse qu'il hérite de Roche-aux-Runes à la mort de Rhea. Dans sa conversation avec Rhaena, Jaina Arryn lui reproche de ne pas être sur un bateau qui devait la mener à Pentos. Ici, elle fait référence au Fol Abandon, le navire sur lequel voguent les 2 enfants de Rhaenyra et Daemon, Aegon le Jeune, et son petit frère Viserys. Le Fol Abandon se dirige vers la ville de Pentos, où les 2 princes seront sous la protection du prince de Pentos, ami de Daemon. Dans la série, Rhaena a décidé de s'enfuir pour dompter Voleur de moutons à la fin de la saison 2, on ne sait donc pas ce qu'il est advenu du navire ni des princes. C'est sans doute un des moments qui m'a le plus marqué de cet épisode, la chanson victorieuse de l'armée de Daemon dans le Conflant. Ils se moquent de leurs victimes Lannister et de leurs adversaires verts, et évoquent notamment un nom, la curée des poissons, ou Fishfeed en anglais. Sachez que c'est le nom d'une bataille qui oppose l'armée verte menée par Humphrey Lefford suite à la mort de Jason Lannister à l'armée noire de Daemon. Cette bataille est en réalité plus un massacre qu'autre chose, car durant le cours du combat, les forces vertes sont repoussées vers les rives du lac de l'Œil-Dieu, The God's Eye, dont je vous parlais la semaine dernière. Profitant de l'avantage du terrain, l'armée noire fait un véritable carnage, tandis que de nombreux soldats verts se noient en espérant fuir. D'où le nom de curée des poissons, car on imagine que tous les cadavres ont donné à manger aux poissons. On estime que 2000 soldats sont morts ce jour-là, ce qui en fait une des batailles les plus sanglantes de la Danse des Dragons. Avec la mort de Jaehaerys Velaryon, il est peut-être temps de refaire le point sur l'ordre de succession de Rhaenyra. Comme vous le savez, Jaehaerys était le fils aîné de Rhaenyra, il était donc son héritier en tant que prince de Père Dragon. Comme c'est le principe de primogéniture qui fait foi ici, comprendre que l'héritage du titre va à l'enfant le plus âgé, il devait être transmis à Lucerys Velaryon, mais il est mort lui aussi, un peu plus tôt durant la Danse des Dragons, lorsque Vhagar l'a dévoré, lui et son dragon Arax, dans le ciel d'Accalmie. Il reste donc Joffrey Velaryon, le 3e fils de Rhaenyra et de Laenor Velaryon, qui devient donc héritier de Rhaenyra Targaryen à ce moment-là de la Danse des Dragons.
Dans sa discussion avec Daemon, avant qu'il s'en aille, Alice Rivers lui fait une demande d'importance. Elle veut obtenir Harrenhal en récompense. La sorcière explique qu'elle a vu toute sa vie le château passer de seigneur en seigneur, mais qu'aucun ne l'apprécie vraiment. Ici, elle fait référence aux nombreuses maisons qui se sont succédées à la tête de la forteresse d'Harrenhal. Il est vrai qu'à ce stade, Harrenhal a été bâti il y a 132 ans et a connu pas moins de 5 maisons. La première, la maison Chenue, est celle qui l'a édifiée sous la gouvernance de Harren le Noir, qui est mort incendié par Balerion lors de la conquête, laissant le château en ruine. Puis il y a eu la maison Coeris, puis la maison Herpivois, la maison Tourelle et enfin la maison Fort, qui possède Harrenhal depuis près de 60 ans au moment de la danse des dragons. Pour rester à Harrenhal d'ailleurs, on voit Vhagar prendre facilement possession des lieux, ce qui n'est pas sans rappeler Balerion et Aegon à l'époque de la conquête, mais il me semble aussi reconnaître le grand hall de Harrenhal qu'on voyait dans la saison 2 avec Daemon qui présentait son armée à Rhaenyra, mais c'est aussi ce même grand hall qui accueillait le fameux Conseil de 101 qu'on voit au tout début de la saison 1. Lorsque Fumée des Mers survole le rivage de la Marque à la recherche de Corlys, j'ai remarqué ce plan particulier qui m'a beaucoup fait penser à un autre plan qu'on a pu voir dans la saison 2. À l'époque, Fumée des Mers survolait Adan-Karen, un clin d'œil sympa je trouve. À ce propos, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai noté le blason qui se trouve sur la selle d'Adan. Vous reconnaîtrez l'hippocampe qui donne ses armes à la maison Velaryon. C'est intéressant car à ce stade de la série, Adan n'a pas le nom de Velaryon car Corlys ne l'a pas encore légitimé. Il s'agit probablement d'une erreur de la production qui a pensé à donner une selle particulière à Adan sans se rendre compte que le blason n'était pas encore justifié narrativement parlant. Dans la roulotte avec Larys, Aegon semble souffrir de ses blessures et demande à son protecteur du lait de pavot, Milk of the Poppy en anglais. Très souvent mentionné dans Game of Thrones, le lait de pavot est un breuvage connu pour ses propriétés sédatives. C'est un antidouleur et somnifère prisé par les maîtres qui l'utilisent régulièrement pour induire leurs patients dans un sommeil profond afin que leurs blessures se soignent mieux. Il faut cependant éviter d'en consommer trop souvent car l'accoutumance au lait de pavot peut en réduire ses effets, mais aussi avoir un impact sur la forme du patient, notamment en bouffissant leur visage. D'ailleurs, maintenant qu'ils sont libres, Larys veut qu'ils rejoignent Sombreval, mais Aegon a un autre plan. Aller à Repos des Freux, un château qu'on connaît bien désormais. Repos des Freux, ou Rook's Rest en anglais, c'est un château situé sur la côte des terres de la Couronne. C'est la maison Staunton qui y vit jusqu'à la fameuse bataille de Repos des Freux qui s'est soldée par la défaite des Noirs, la mort de Rhaenys et sa dragonne Meleys, mais aussi la blessure d'Aegon II et la chute de son dragon Feu du Soleil, dont on ne sait pas vraiment s'il est mort ou pas d'ailleurs à ce stade dans House of Dragon. Quoi qu'il en soit, le château a été pris par l'armée de Criston Cole, qui y a placé une garnison notamment pour veiller sur la zone, mais aussi sur Feu du Soleil, qui connaissait une longue agonie selon ses dires. À Port-Réal, on retrouve les fameux manteaux d'or, à savoir les soldats qui forment le guet de Port-Réal. Leur mission est simple, ils doivent veiller au maintien de l'ordre dans la capitale des Sept Couronnes, c'est un peu la police de Port-Réal pour faire simple. Pour la petite histoire, ils portent tous un manteau doré qui leur donne leur nom, et c'est le prince Daemon Targaryen qui le leur a donné à l'époque où il était commandant du guet pour son frère Viserys. D'où le fait que les manteaux d'or lui sont assez favorables. Dans cet épisode 2, on découvre d'ailleurs le commandant actuel des manteaux d'or, à savoir Luthor l'Argent. C'est un chevalier qui agissait auparavant comme capitaine du guet de Port-Réal sous le règne de Viserys. Puis il a été nommé commandant des Manteaux d'Or par le Conseil Vert, mais comme c'est bien présent dans l'épisode, Luthor l'Argent est resté fidèle à Daemon et à Rhaenyra. Dans le livre, il trahit les Verts et ordonne qu'on emprisonne ou bien qu'on tue les capitaines des portes de Port-Réal, ce qui permet à l'armée de Rhaenyra de prendre la ville avec un minimum d'efforts. La ville est très vite soumise, malgré une résistance Hightower autour d'une des portes de Port-Réal particulièrement. C'est d'ailleurs là que Gwaine Hightower trouve la mort dans Feu et Sang. Autant vous dire que ça va à nouveau être bien différent dans la série, comme d'habitude. À Père-Dragon, Dragonstone, lorsqu'il rencontre pour la première fois Ulf et Hugh, Daemon est très froid face aux semences de dragon, les Dragon Seeds. Ça n'empêche pas Ulf de l'appeler Prince Rebelle. Sachez que c'est un des surnoms qui revient souvent concernant Daemon dans les écrits de George R.R. Martin, qui lui a même dédié une nouvelle intitulée Le Prince Rebelle, qui fera ensuite partie du livre Feu et Sang qu'on connaît bien ici. Un clin d'œil plutôt cool, je trouve. Toujours à Dragonstone, on peut voir deux personnages importants des soutiens noirs de Rhaenyra. Le premier n'est autre que le maître Gérardis, maître personnel de Rhaenyra à Père-Dragon, et le seigneur Bartimos Celtigar, qui gouverne l'île de Claquepince. On l'a vu plusieurs fois remettre en question les décisions de Rhaenyra durant la saison 2,
et lorsqu'elle était excédée, celle-ci le giflait purement et simplement pour lui rappeler qu'elle est sa reine et qu'il lui doit le respect. Au moment de la prise de Port-Réal, par Rhaenyra et ses dragonniers, on peut voir plusieurs plans des rues de la ville. Parmi les habitants qu'on y voit, 2 femmes qu'on a déjà vues précédemment. La première, c'est Kat, la femme de Hugues Marteau, qu'on croyait partie à Chutebourg pour y retrouver son frère. La seconde n'est autre que Sylvie, une prostituée que l'on a vue avec Aemon dans saison 2, mais qui a aussi transmis des discours dissidents et pro-Rhaenyra dans la taverne, sans doute sous les ordres de Miss Arya. J'imagine que leur apparition ici n'est pas fortuite, et qu'on va certainement les revoir dans le courant de la saison 3. Lorsque Rhaenyra prend le donjon rouge, on ouvre les cachots, et on y trouve des partisans de Rhaenyra qui avaient été emprisonnés lors de la prise de pouvoir par les Verts. Ici, on fait la rencontre du seigneur Merryweather et de la dame Fell. Il faut savoir que la maison Merryweather est une maison du Bief, basée à Longtable, ou Long Table en anglais, et vassale des Tyrell de Haut-Jardin, ou Highgarden. A noter que dans le livre, le seigneur Merryweather refuse de ployer le genou, mais ne connaît pas de clémence, car Aegon II le fait décapiter. Lady Fell, quant à elle, est la dame de la maison Fell, basée à Fellbois, ou Fellwood en anglais, dans les terres de l'orage gouvernées par les Baratheons. Dans le livre, elle est elle aussi décapitée sur ordre de la main, Criston Cole, pour avoir refusé de s'agenouiller devant Aegon II. Sachez d'ailleurs que Willis Fell, de la maison Fell, est un membre de la garde royale durant la danse des dragons, mais je ne suis pas certain qu'on l'ait vu dans House of Dragon, faudra que vous me disiez dans les commentaires. Dans la salle du trône, on peut voir Rickard Thorne tenter de défendre le trône face à Daemon et Rhaenyra. Rickard Thorne, c'est un membre de la garde royale d'Aegon II durant la danse des dragons. On ne sait pas grand-chose de la maison Thorne, hormis qu'elle est située dans les terres de la couronne. Vous connaîtrez aussi, bien entendu, un autre de ses membres, bien des années plus tard, un certain Alliser Thorne, le maître d'armes de Château Noir, ou Castle Black en anglais, qu'on a déjà vu, bien entendu, dans Game of Thrones. Je vais parler de lui parce qu'on ne le reverra plus après cet épisode 2, c'est Jasper Wilde, qu'on voit pour la dernière fois dans cette saison 3. Jasper Wilde perd la tête, décapité par Daemon à la fin de l'épisode. Il était le seigneur de la maison Wilde, basée à Castelpluy, ou Rain House en anglais, dans les terres de l'orage. Il agissait en tant que maître des lois depuis le règne du roi Viserys Targaryen, et petite particularité que vous avez peut-être notée, on a pu l'appeler Verge de Fer ou Iron Rod en anglais. C'est une référence au fait que le petit Jasper a eu un total de 29 enfants avec 4 épouses différents. Ouais, il était plutôt actif le Jasper. Pour finir, de façon plus sérieuse, j'ai été frappé par l'épée que porte Rhaenyra à la ceinture dans cet épisode 2. On l'a en effet rarement vu avec une épée à la ceinture, et pour cause, tout son conseil lui demandait de rester inactive. Mais en zoomant un peu sur cette épée, je me suis rendu compte que ce n'était pas n'importe quelle épée. Il me semble en effet reconnaître l'épée du prince Jaehaerys, un choix signifiant de la part de la série bien entendu, car Rhaenyra souhaite obtenir vengeance ici, pour elle-même bien sûr, et son droit légitime qu'on lui a refusé, mais aussi pour ses fils Lucerys et désormais Jaehaerys. L'instrument de sa vengeance sera donc l'arme de son fils mort au combat, et je trouve ça assez beau personnellement. Avant de parler des différences entre cet épisode 2 et Feu et Sang, sachez que mes soutiens reçoivent mes vidéos en avance, mais aussi plein de contenus exclusifs, comme des réactions nostalgiques et des lectures de Feu et Sang. Si c'est le genre de choses qui peuvent vous intéresser, rejoignez la chaîne YouTube, ma page Ulule ou bien Ko-fi, et faites partie des vrais dragons qui soutiennent la chaîne. Un grand merci à eux. Ce deuxième épisode marque à nouveau de nombreuses déviations et de nombreux ajouts au livre Feu et Sang que la série adapte. Je vous fais donc une petite liste de ce que j'ai noté comme important entre les ajouts et les différences avec le livre. Le livre de George R. R. Martin n'évoque pas que le corps de Jaehaerys a été retrouvé dans les eaux du gosier. Dans Feu et Sang, on explique simplement qu'il a sombré peu après Vermax. Le changement paraît assez nécessaire pour la série en réalité, déjà ça permet de confirmer que Jace est bien mort, mais surtout ça donne l'occasion à Emma Darcy de briller à nouveau par sa performance. En parlant de Rhaenyra, comme la série choisit d'enfermer la reine dans sa chambre pour l'empêcher de voler jusqu'au gosier, ça a aussi des conséquences qui n'existent pas dans le livre. La première d'entre elles, c'est bien sûr le fait qu'elle se retourne contre Laurent Morfeu, un des membres de sa garde régine qui l'a trahi en obéissant à Jaehaerys plutôt qu'à elle. Et par la même occasion, Rhaenyra pointe du doigt tout son conseil qu'il n'aurait pas dû laisser faire. Tout ceci n'existe pas dans le livre. Tout comme la recherche de Corlys sur les rives de la Marque, en effet, Corlys ne tombe pas à l'eau durant la bataille du gosier du livre, il n'y a donc pas nécessité d'aller le repêcher à la mer.
Rhaena étant montrée comme responsable de la mort de Jaehaerys induit aussi des changements dans la série. Quand elle retourne dans le Val avec Voleur de Moutons, la dame Jennaryn ne veut pas lui donner asile, mais finit par lui accorder d'aller et venir librement dans le Val malgré tout. Bien sûr, dans Feu et Sang, tout ça n'existe pas, déjà parce que c'est Horty qui est dragonnière de Voleur de Moutons, mais aussi parce qu'elle n'est pas responsable de la mort de Jace, et qu'il n'y a donc pas de raison pour la Dame du Val de la repousser. Et enfin parce que Horty ne retourne pas dans le Val non plus dans le livre. J'en profite pour dire un mot sur les autres semences de dragons, Ulf et Hugh qui rencontrent pour la première fois Daemon Targaryen. Comme on l'a vu, ils sont surtout accueillis par une grande méfiance, et ça pour le coup ça n'existe pas dans le livre où Daemon se montre à plusieurs reprises plutôt en faveur des semences de dragons. À Harrenhal, il faut savoir que la mort de Simon Fort a bien lieu dans Feu et Sang, mais elle est un peu différente. En effet, Aemon force le vieux Castellan à prendre une épée et à se battre contre lui. Évidemment, le combat est très déséquilibré, donc le résultat est le même, mais il faut ajouter que Simon Fort est aussi donné à manger à Vhagar par la suite, ce qui donne une saveur encore plus particulière à son décès. D'ailleurs, je voulais aussi dire qu'Aemon n'est pas du tout blessé à Harrenhal lorsqu'il prend le château dans Feu et Sang. Ça aussi, c'est un ajout de la série, sans doute pour justifier le futur lien qu'il pourrait lier avec Alice Rivers, j'imagine. Avant de partir sur les différences dans l'intrigue de Port-Réal, sachez aussi que la libération fortuite d'Aegon et de Larys grâce aux soldats de la Triarchie, venus harceler les côtes des terres de la Couronne, est également un ajout. On ne sait pas dans le livre ce que font Aegon et Larys après leur fuite. Donc la série brode exactement ce qu'elle veut pour le moment. J'avoue par ailleurs que j'ai trouvé ça un peu trop facile, mais bon, c'est mon point de vue. Enfin, à Port-Réal, vous vous doutez bien que beaucoup de choses changent avec la quête d'Alicent pour donner le trône à Rhaenyra. En effet, dans le livre, Alicent organise plutôt la résistance du Donjon Rouge et de la ville, mais les Verts sont vite trahis par les Manteaux d'Or, fidèles à Daemon. Ici, c'est Alicent elle-même dans la série qui organise la reddition des Sentinelles du Donjon Rouge, et c'est aussi elle qui demande aux Manteaux d'Or de se tenir prêts à aider Rhaenyra dans sa prise du trône. C'est donc vraiment un virage à 180 degrés opéré ici par la série. De même, il n'est pas une seule fois question pour Alicent d'être agressée par Jasper Wilde, le maître des lois visiblement échaudé par les trahisons de la reine douairière. Enfin, dans la série, Otto Hightower a été emprisonné à la demande de Larys Fort, visiblement. Dans le livre, cependant, il est simplement à Port-Réal et fait partie de ceux qui doivent offrir la reddition du donjon avec Alicent. Par contre, Otto n'est pas épargné, contrairement à Alicent. Dans le livre, Otto Hightower est effectivement le tout premier à être exécuté, mais il n'est pas fait mention que ce soit Rhaenyra qui l'aurait tué de sa main, ce qui est, avouons-le, hautement improbable. Avant de nous quitter, dites-moi dans les commentaires quelle scène vous avez préférée dans cet épisode 2. Est-ce que j'ai raté des choses? Est-ce que mes théories et mes analyses sont les bonnes? Dites-moi ça évidemment dans les commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, dès demain à 17h pour mes théories sur l'épisode 3, puisque le trailer, on doit l'analyser plan par plan, bien entendu, et ce soir, à 21h, un live de débrief de l'épisode 2, en direct sur YouTube et sur Twitch, donc soyez là, ça me fera plaisir. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous laisse avec cette vidéo qui pourrait certainement vous intéresser dans l'univers de House of Dragon. A très bientôt tout le monde, salut à tous!